entamons une série d'exercices pour nous aider à bien prendre la main sur ce point méthode. Les exercices ici vont être plus conceptuels, où les questions vont être posées de façon interrogative, ce qui facilitera pas les choses. Donc ici, on va travailler dans l'espace vectoriel R4. On se donne 4 tuplets, dont l'une des coordonnées, c'est un nombre alpha, qui est un nombre réel a priori quelconque. Donc réel sans ambiguïté, puisqu'on travaille avec des quadruplets de R4. Donc là, je n'ai pas indiqué la provenance de alpha, c'est forcément un nombre réel. Alors on vous demande de trouver une condition nécessaire et suffisante sur alpha pour que cette famille soit une base de R4. Premier point, on va tout de suite donner, puisque c'est un espace vectoriel de référence, la dimension de R4. L est égale à 4. Or on note ici directement que la famille L est également constituée de 4 vecteurs. Conclusion. La famille L est une base si et seulement si elle est libre. Donc en appliquant le point méthode, L est une base de R4, si et seulement si la famille L est une famille qui est libre. On peut donc reformuler le problème. Maintenant, il est question de savoir à quelles conditions nécessaires et suffisantes sur alpha la famille est libre, puisque si la famille n'est pas libre, ça peut déjà pas être une base, puisqu'une base, ça doit être libre et générateur, et si la famille est libre, comme elle a le bon cardinal, ça sera une base de R4. On va donc se donner, pour montrer que cette famille est libre, 4 scalaires réels, et une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs formée avec les 4 scalaires. Ici, le 0, c'est évidemment le vecteur nul de R4, c'est-à-dire le vecteur qui a ses 4 composantes nulles. L'égalité ici, elle vit dans R4, donc quand on va traiter cette égalité, on va la traiter comme une égalité de quadruplets. Or, on sait que l'égalité des quadruplets, c'est l'égalité des coordonnées. Donc, il va falloir calculer les coordonnées de ce vecteur de R4. Et pour ça, on va utiliser les opérations sur l'espace vectoriel R4. Quand on multiplie un vecteur par un scalaire, on multiplie toutes les composantes par ce scalaire, et quand on ajoute des vecteurs, on ajoute les coordonnées composante par composante. Conclusion. La première composante de ce vecteur-là, c'est donc β1 fois alpha, plus β2, plus β3, plus β4. La seconde composante de ce vecteur, c'est donc β1 plus β2, plus β3, plus 2β4. La troisième composante, c'est β1 plus β2, plus alpha β3, plus 3β4. Et enfin, la dernière composante que je vais mettre à la ligne, c'est β1 plus β2, plus β3, plus 4β4. Et ça, c'est égal au quadruplet de coordonnées 0, 0, 0, 0, puisqu'ici, il s'agit du vecteur nul de R4. On applique la règle d'égalité dans R4. Donc on a cette relation ici, la relation croix, elle est équivalente à l'égalité des coordonnées. On va donc récupérer un système de 4 équations à 4 inconnus. Les inconnus, ce sont β1, β2, β3, β4. On obtient donc un système linéaire de 4 équations à 4 inconnus, système homogène. Pour savoir si cette famille est libre, la question est donc de savoir si ce système possède une unique solution, la solution nulle. S'il possède d'autres solutions que la solution nulle, des solutions non nulles, alors la famille sera liée, et on pourra, avec les solutions qu'on a mis en évidence, exhiber une combinaison linéaire non triviale qui renvoie 0. Donc maintenant, on va devoir résoudre ce système. Comme on ne sait pas si la famille va être libre ou non, là il faut absolument raisonner par équivalence pour que, si la famille n'est pas libre, on puisse remonter les informations pour obtenir cette fameuse combinaison linéaire non triviale. Donc là, attention, c'est pas donc, c'est raisonner par équivalence puisqu'on ne sait pas si la famille est libre. Pour raisonner par équivalence, on va utiliser les opérations élémentaires sur les lignes. Je vais sélectionner la ligne la plus simple pour me servir de pivot. C'est clairement celle-là qui ne contient aucun paramètre et qui va faire le ménage sur la plupart des coefficients. Si j'effectue les opérations suivantes, je vais retirer justement à l'équation L1 l'équation L2 pivot. Je vais retirer à l'équation L3 l'équation L2. Et je vais retirer à l'équation L4 l'équation L2. On va voir que grâce à cela, la plupart des coefficients vont disparaître. Donc l'équation L2 qui était en pivot, je la mets en tête de système. L'équation L1 va faire disparaître les termes β2 et β3. Dans l'équation L3, les deux premières inconnues disparaissent. Et enfin, pour la dernière équation, la plus intéressante, il reste juste 2β4. Donc là, on récupère déjà comme information que β4 est égal à 0. En remontant ici, on récupère donc la troisième équation est équivalent à
alpha moins 1, bêta 3 est égal à 0, puisqu'on sait que bêta 4 est nul. La troisième équation revient à alpha moins 1, bêta 1 est égal à 0. Pour la première équation, on récupère que bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3 est égal à 0. Là, on voit qu'il va falloir entamer une disjonction de cas selon les valeurs du paramètre. On va déjà regarder ce qu'il se passe lorsque alpha est égal à 1. Bien, lorsque alpha est égal à 1, mon système que je vais appeler S, il est donc équivalent à quoi? Il est donc équivalent à bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3 est égal à 0, et bêta 4 est égal à 0, puisque ces deux équations-là disparaissent et donnent 0 est égal à 0. On se ramène à un système donc de deux équations à 4 inconnus, deux inconnues principales et deux paramètres. Donc il est sûr que ce système possède des solutions non nulles. Donc dans ce cas-là, la famille, elle sera probablement pas libre. Je vais prendre tout simplement bêta 1 est égal à 0, bêta 2 est égal à 1, et bêta 3 est égal à moins 1, puisque bêta 4 est déjà fixé. Et je constate que dans ce cas-là, comme le vecteur U2 et le vecteur U3 sont égaux, on obtient donc une combinaison linéaire non triviale qui renvoie 0. Il suffit que je prenne 0 fois le vecteur U1, plus le vecteur U2, moins le vecteur U3, plus 0 fois le vecteur U4, j'obtiens bien le vecteur nul de R4. Or, cette combinaison linéaire n'est pas triviale, puisque le scalaire en facteur de U2, c'est 1, et le scalaire en facteur de U3, c'est moins 1. Donc, la famille L est ici liée, et donc une famille liée, ça ne peut pas être une base. Donc, dans le cas où alpha est égal à 1, ma famille n'est pas une base. Si maintenant alpha est différent de 1, dans ce cas-là, cette équation donne que bêta 1 est égal à 0, cette équation donne que bêta 3 est égal à 0, on sait déjà que bêta 4 est nul. En reportant les informations, on récupère que bêta 2 est également nul. Donc, on obtient dans ce cas-là que les 4 scalaires qui interviennent dans notre combinaison linéaire sont nuls. Donc, la famille L est une famille libre. Conclusion. Dans ce cas, la famille est libre, elle compte 4 vecteurs, c'est donc bien une base de l'espace vectoriel R4. Bilan, si alpha est égal à 1, la famille est liée, ça ne peut pas être une base. Si alpha est différent de 1, la famille est une base de R4. On peut donc conclure que L est une base de R4 si et seulement si alpha est différent de 1. Alors pour l'exercice numéro 8, je l'ai remplacé par cet exercice-là, puisque vous avez bien vu que cet exercice, on l'a déjà traité. Et l'objectif est donc de savoir si la famille qui est constituée par ces quatre matrices est une base de l'espace vectoriel A3 de R, c'est l'espace vectoriel des matrices antisymétriques. Alors vous voyez qu'on n'est plus directement dans l'application du point méthode, puisque ici, on ne connaît pas la dimension de l'espace vectoriel A3 de R. Donc là, pour cet exercice, soit on passe par le fait de montrer que la famille qui est ici, elle est libre et génératrice de A3 de R, soit on calcule la dimension de A3 de R par un autre biais, puis on montre que cette famille est libre. Donc attention, c'est là pour vous dire que ce point méthode-là ne fonctionne que si on connaît la dimension de l'espace vectoriel en jeu. Donc ici, une idée, un démarrage serait peut-être déjà d'essayer de trouver la dimension de A3 de R. Pour calculer la dimension d'un espace vectoriel, il faut qu'on en trouve une base, puisque la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs d'une base, si cet espace est de dimension finie, évidemment. Donc ici, pour calculer la dimension de A3 de R, on doit déjà essayer d'exprimer les vecteurs de A3 de R avec une famille génératrice, puis extraire de cette famille génératrice, éventuellement, une base avec le théorème de la base extraite. Donc là, on fait ce qu'on fait quand on doit démontrer, quand on cherche une base à notre espace vectoriel. Donc, la démarche est simple, je vais écrire ce que c'est que A3 de R avec la définition du cours. A3 de R, c'est l'ensemble des matrices M de M3 de R, des matrices 3-3, telles que la matrice transposée de M est égale à son opposé. Là, vous voyez que cet ensemble écrit comme cela est un ensemble écrit en compréhension, et donc pour obtenir une base à cet espace vectoriel, il va falloir l'écrire en description, c'est-à-dire résoudre quelque part cette équation de M3 de R. Donc, je vais me donner une matrice M avec des coefficients totalement arbitraires, et je vais regarder à quelles conditions la matrice M satisfait cette équation. Pour ça, on écrit la matrice transposée de M, ce qui consiste à écrire les lignes en colonne ou les colonnes en ligne, et j'écris la condition nécessaire pour que la matrice M soit solution de cette équation. Alors là, on a une égalité qui a lieu dans l'ensemble des matrices 3-3. L'égalité des matrices, c'est l'égalité des coefficients. Donc, on va récupérer que A est égal à moins A. Donc, la première équation donne que A est égal à 0. La deuxième,
c'est que D va être égal à moins B. La troisième, c'est que G va être égal à moins C, puis que D va être égal à moins D, mais celle-là, je l'ai déjà, que E est égal à moins E, donc que E est égal à 0, que H est égal à moins F, puis que I est égal à moins I, donc que I est égal à 0, que F est égal à moins H, celle-là, je l'ai déjà, et que C est égal à moins G, celle-là, je l'ai déjà. Donc finalement, notre système se limite à ce petit système d'équations qui est déjà résolu. Puisque les paramètres A, E, I sont nuls, et on a les conditions qui sont ici sur les autres paramètres. Ce qui veut donc dire que l'ensemble A3 de R, on peut le réécrire sous forme descriptive, puisque c'est l'ensemble des matrices où alors les coefficients diagonaux sont nuls, toujours le cas pour une matrice antisymétrique. Le coefficient D qui est ici, on va placer B va être égal à moins D sur ce coefficient-là, puis le G qui est ici va nous obliger à placer moins G sur ce coefficient-là, et enfin le terme H qui est ici va nous obliger à passer moins H sur ce coefficient-là. Vous voyez que les paramètres D, G, H, E ne sont pas contraints, ce sont des paramètres réels absolument quelconques. Là vous avez vu que la démarche est toujours la même, j'ai un ensemble qui est donné par une équation, par une propriété. Si je résous l'équation, j'obtiens un ensemble qui est cette fois-ci donné en description. Si mon ensemble est donné en description, je peux normalement en tirer une famille génératrice. Pour obtenir cette famille génératrice, il suffit que je mette en avant ici les paramètres qui me permettent d'écrire un élément quelconque de A3 de R. Et on voit tout de suite ce qui se profile en écrivant cet ensemble de cette manière, c'est qu'on va écrire A3 de R comme un ensemble de combinaisons linéaires avec des matrices qui ne dépendent pas des paramètres. Donc on va récupérer une famille génératrice. Bon, alors c'est quoi le vecteur, ou la matrice ici, puisque je travaille avec des matrices, qui est associée au paramètre D? C'est la matrice où je dois mettre 1 ici et moins 1 ici, et des 0 partout ailleurs. Ah, vous notez, tiens, que c'est la matrice 1. Pour G, pour G, ça va être la matrice que je vais récupérer pour la matrice B, et pour H, c'est la matrice que je vais récupérer avec la matrice C. Conclusion. On vient de voir que A3 de R, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des matrices A, B, C, puisque D, G, H sont des nombres réels quelconques. Ça, c'est par définition l'espace vectoriel engendré par la matrice A, B et C. On vient donc de récupérer que la matrice ABC est une famille génératrice de l'ensemble A3 de R. Ce qui permet déjà de dire que A3 de R est un espace vectoriel de dimension finie, puisqu'engendré par une famille génératrice finie. Donc, on en déduit que la dimension de A3 de R est nécessairement inférieure ou égale à 3, puisque le nombre de vecteurs d'une base est toujours plus petit que celui d'une famille génératrice. Pour pouvoir conclure et obtenir que cette famille ABC est une base de R3 de R, là je vais devoir passer par la liberté. Donc vous voyez que quand on ne connaît pas la dimension de l'espace vectoriel, il n'y a rien qui change, il faut exhiber une famille génératrice, puis ensuite démontrer que la famille génératrice est libre pour obtenir la dimension. Là où on a eu une chance folle, puisque la famille génératrice qu'on a obtenue, c'était directement la famille qui était donnée par les matrices ABC. On va donc étudier la liberté de la famille ABC. Pour ça, on va se donner 3 scalaires, puisque cette famille est constituée de 3 vecteurs. Ces scalaires, c'est des nombres réels, tels que la combinaison linéaire alpha A plus bêta B plus gamma C est égale à la matrice nulle. Ici, le 0, c'est la matrice nulle. L'objectif est de démontrer que les 3 nombres alpha, bêta, gamma sont nuls. Pour ça, il faut réécrire ce que c'est que alpha plus bêta B plus gamma C. C'est une matrice. Or, on n'a aucun calcul à faire puisque on voit que la matrice que je dois calculer, je l'obtiens simplement en remplaçant D par alpha, G par bêta, C par gamma dans l'expression qui est ici. Donc cette matrice, on l'a déjà calculée, c'est 0 alpha moins alpha, bon il y a des zéros sur la diagonale, le terme bêta va se retrouver ici, et le terme gamma va se retrouver ici et ici. Et cette matrice, elle est nulle. Si bien que cette égalité de matrice qui entraîne l'égalité des coefficients donne directement que alpha égale bêta égale gamma est égal à 0, puisqu'une matrice est nulle si et seulement si ses coefficients sont nuls. Il est donc bien acté que la famille ABC est une famille libre. Donc ici, la famille ABC est libre et génératrice de A3 de R. C'est donc bien une base de A3 de R. Bonus, on récupère la dimension de A3 de R,
La dimension de l'ensemble des matrices antisymétriques, c'est le nombre de vecteurs que l'on trouve dans une base, c'est-à-dire ces 3. La question que vous pouvez me poser, c'est qu'est-ce qui se passe si en calculant une famille génératrice, je ne tombe pas sur la famille ABC? C'est pas grave, vous allez tomber sur une famille, vous allez regarder si elle est libre. Si elle est libre, ça va vous donner la dimension de l'espace vectoriel. Une fois que vous avez la dimension de l'espace vectoriel, vous pouvez revenir sur le point méthode, en disant, maintenant que je sais que la dimension de l'espace vectoriel c'est 3, pour démontrer que cette famille est une base, il me suffit de démontrer que ces 3 matrices sont bien antisymétriques, d'une part, puis ensuite de démontrer que la famille qui est constituée par ces 3 matrices est une famille libre. Donc la première partie vous donnerait la dimension de l'espace vectoriel pour vous ramener au point méthode. Mais là on a eu de la chance puisqu'on est tombé directement sur la bonne famille, donc on a pu conclure beaucoup plus efficacement. Un exercice sur les polynômes. On se donne un entier naturel et une famille de polynômes de k de x qui ont le degré de leur indice pour n'importe quel i compris entre 0 et n. On vous pose la question suivante, est-ce que la famille P0, P1, Pn est une base de Kn de x? Alors ici, on est bien dans l'application du point méthode qu'on a vu et du théorème fondamental, puisque Kn de x, ça, c'est un de nos espaces vectoriels de référence. Je vous rappelle que Kn de x, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient dans K de degré inférieur ou égal à n. On a vu que la dimension de cet espace vectoriel, c'était n plus 1, puisque une base de cet espace vectoriel, c'est la base canonique 1, x, etc. jusqu'à x à la puissance n. Cette base comporte n plus 1 vecteurs, la dimension de cet espace vectoriel, c'est n plus 1. Bon, vous pouvez la donner directement, puisqu'il s'agit d'un espace vectoriel du cours. Donc pour que cette famille soit une base de k de x, il faut déjà vérifier que les polynômes que l'on considère sont bien dans Kn de x. Donc on va déjà vérifier que pour n'importe quel i compris entre 0 et n, le polynôme pi est bien un polynôme de Kn de x. Il est de degré i et i est inférieur ou égal à n. Comme Kn de x est l'ensemble des polynômes à coefficient dans K et de degré inférieur ou égal à n, j'ai déjà bien cette égalité. Donc tous les polynômes de cette famille sont déjà des polynômes de l'espace dans lequel on se place. Pour savoir si cette famille est une base, on va déjà regarder le nombre de vecteurs que compte cette famille. Or, cette famille, pour compter le nombre de vecteurs, il suffit de regarder les indices. Ici, j'en ai n. Avec celui-là en plus, ça me donne n plus 1 vecteur. n plus 1 vecteur, vous avez noté que n plus 1, c'est la dimension de Kn de x. Donc, comme cette famille a le bon gabarit, elle a le bon nombre de vecteurs, c'est une base de Kn de x, si et seulement si elle est libre. Application du résultat fondamental de notre cours. Pour regarder la liberté de cette famille, je vais utiliser un théorème qu'on a dans notre cours, puisque les polynômes que l'on a ici dans notre énoncé, ce sont des polynômes à degré échelonné. Donc la famille P0Pn est dite à degré échelonné. Moralité, dans le cours, on a vu qu'une famille de ce type-là est libre. On peut donc appliquer ce résultat directement. Donc, grâce à la remarque verte, c'est-à-dire grâce au théorème qui caractérise les bases en dimension finie, on peut donc conclure que la famille qui est constituée de ces n plus 1 polynômes est bien une base de Kn de x. Là, on est bien dans l'application directe de notre théorème de caractérisation des bases en dimension finie. Alors l'exercice qui vient est un immense classique des classes préparatoires. On retrouve cet exercice dans plein de sujets d'oraux, mais aussi de sujets d'écrits, puisque c'est un point clé de l'étude des endomorphismes nilpotents. Donc déjà, on va poser le contexte. On se donne un entier naturel non nul, et un K-espace vectoriel de dimension n. Donc là, on sait qu'on est en dimension finie, et on connaît la dimension de l'espace vectoriel dans lequel on se place. On se donne un endomorphisme de E, c'est-à-dire une application définie sur E à valeur dans E linéaire. On suppose que U itéré n-1 fois, donc là il s'agit de rond, U, rond, U, rond, U, rond, U, n-1 fois, n'est pas l'endomorphisme nul, mais que U puissance n est l'endomorphisme nul. C'est-à-dire on a un endomorphisme qui est nilpotent. On vous demande de démontrer qu'il existe un vecteur de E tel que la famille qui est constituée du vecteur A et de toutes ses itérées avec U est une base de E. Alors déjà, la première chose à regarder, on va déjà donner peut-être un nom à cette famille, je vais l'appeler L. La première chose à regarder, pour que cette famille soit une base, c'est le nombre de vecteurs qu'elle possède. Or, vous notez que le nombre de vecteurs de L, c'est quoi? Là, vous avez itéré de 1 jusqu'à n-1, vous avez un vecteur de plus, donc le nombre de vecteurs de L, c'est n, qui correspond exactement
à la dimension de notre espace vectoriel. Donc là, on est parfaitement dans le cadre d'application du théorème de caractérisation des bases en dimension finie. Cette famille est une base si et seulement si elle est libre. Donc, bilan, ce théorème va nous permettre de reformuler l'exercice. L'exercice devient « Cherchons un vecteur A de E, tel que la famille qui est formée des vecteurs A, U de A jusqu'à UN-1 de A, soit une famille libre. » Donc voilà, maintenant, on a reformulé la question grâce au théorème fondamental de caractérisation des bases en dimension finie. Alors pour montrer qu'il existe un vecteur A de E tel que cette famille soit libre, on va faire comme si on allait démontrer que cette famille était libre, et on verra si à un moment donné on a quelque chose à imposer sur le vecteur A pour obtenir cette propriété. On part gagnant en quelque sorte. On va se donner des scalaires. Alors des scalaires, je vais les numéroter de alpha 0 jusqu'à alpha n-1 pour tenir compte finalement des éléments itérés qui sont ici. Donc ces scalaires, ce sont dans des éléments de K, puisqu'on travaille dans un K-espace vectoriel. Donc ces scalaires, je les associe à une combinaison linéaire nulle des vecteurs de la famille L. Donc je prends des scalaires de sorte que la combinaison linéaire suivante soit nulle. Ici, on travaille avec le vecteur nul de E, puisque c'est une égalité de vecteurs de E. Mon objectif est de démontrer que tous les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. Plus exactement, trouver une condition suffisante sur le vecteur A pour que cette égalité entraîne que tous les scalaires qui sont ici soient nuls. Puisque l'objectif, c'est simplement de démontrer que A existe. Donc si on trouve une condition suffisante sur le vecteur A pour que les scalaires soient nuls, étant donné cette combinaison linéaire nulle, on aura bien répondu à la question posée. Alors le problème, c'est que E, c'est un espace vectoriel abstrait, et que contrairement à tous les exemples qu'on a vus précédemment, on n'a pas un moyen de traduire simplement cette égalité dans E. On n'a pas de base, et on n'a pas de règle d'égalité dans l'espace vectoriel dans lequel on se place. C'est donc le signe qu'ici, il va falloir regarder attentivement notre hypothèse sur U, pour pouvoir récupérer cette fameuse condition suffisante. Alors ce que je vois, c'est qu'en appliquant U à cette relation, je vais faire disparaître un certain nombre de vecteurs. Si j'applique U une fois, je vais faire disparaître le dernier vecteur qui est ici. Moi, mon but, c'est de garder un minimum d'inconnus dans mon équation, donc je n'ai pas intérêt à appliquer U juste une fois. J'ai intérêt à l'appliquer de manière à faire disparaître tous les vecteurs qui sont ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer UN-1. Si j'applique UN-1, comme cette application est une application linéaire, je vais récupérer alpha 0 UN-1 de A, plus alpha 1 UN de A, plus etc. alpha n-1 U 2n-2 de A est égal à UN-1 appliqué au vecteur nul, mais comme cette application est linéaire, elle envoie le vecteur nul sur le vecteur nul. Or, qu'est-ce qu'on sait de façon certaine grâce à cette hypothèse? Je sais déjà que UN est nul. Mais comme UN-1 est également nul, puisque quand on compose avec l'endomorphisme nul, on récupère l'endomorphisme nul, tous les vecteurs qui suivent ici sont aussi nuls. Ce qui veut donc dire que l'égalité qu'on a écrite au-dessus, elle devient alpha 0 UN-1 de A est égale au vecteur nul de E. C'est le moment du choix. On voit que notre hypothèse ici, elle va nous permettre de conclure, puisque moi, ce que j'aimerais démontrer, c'est que les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. Or, ici, j'ai le produit d'un scalaire et d'un vecteur qui est nul. Je sais donc que c'est soit le scalaire qui est nul, soit le vecteur. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit le scalaire. Donc, il faut que j'assure qu'il existe bien un vecteur A pour lequel, eh bien, ce vecteur n'est pas le vecteur nul. Or, UN-1, ce n'est pas l'application nulle. Ça signifie quoi? Attention, traquenard. Pour écrire correctement une négation, vous devez absolument écrire la propriété puis la nier. Ce qu'on va nier, c'est le fait que l'endomorphisme UN-1 est nul. Dire que UN-1 est nul, c'est dire que pour tout x appartenant à E, UN-1 de x est égal à 0. Donc la négation, c'est il existe bien un vecteur, et bien que je vais appeler A justement, appartenant à E, tel que UN-1 de A est différent de 0. Ce qui veut donc dire que le vecteur, là, qui va probablement convenir pour que cette famille soit une base, ça va être n'importe quel vecteur pour lequel UN-1 de A est différent de 0, et on sait bien que ce vecteur existe en vertu de notre hypothèse. Avec le choix qu'on a fait ici de A, on obtient donc que alpha 0 est égal à 0.
Donc on voit que dans cette égalité-là, on a été capable de démontrer que alpha 0 est nécessairement nul. Si on revient à la relation qu'on avait obtenue, on voit que le terme alpha 0 a disparu. Donc cette relation, on va essayer de l'exploiter pour faire disparaître le premier terme, comme on a fait disparaître alpha 0 tout à l'heure. Cette fois-ci, pour éliminer les termes qui sont ici et pour conserver ce terme-là, je vais cette fois-ci appliquer un-2, qui est une application linéaire. Quand j'applique un-2, je vais récupérer alpha 1 un-1 de a, plus alpha 2 un-2a, qui est le vecteur nul, plus, etc., alpha n-1 u, alors un terme, un indice qui est plus grand ou égal à n, donc qui va me donner 0. Donc là, je vais avoir une ribambelle de vecteurs nuls. Et quand j'applique un-2 au vecteur nul, j'obtiens le vecteur nul, donc j'obtiens la relation suivante. Or ici, rappelez-vous, on a justement choisi A, de sorte que ce vecteur-là ne soit pas le vecteur nul de E. Moralité, si je multiplie un scalaire et un vecteur et que j'obtiens le vecteur nul, par théorème, je sais que soit le scalaire est nul, soit le vecteur est nul. Donc ici, on obtient que alpha 1 est égal à 0. Alors, on peut continuer le procédé, puisque là, on vient de montrer que alpha 1 est nul. Si on applique un-3, la relation qu'on va obtenir, elle donne que alpha 2 va être égal à 0. Et on va continuer ce petit jeu comme ça. Quand on va appliquer u, on va récupérer quoi? On va récupérer... Ah, il nous faut un invariant de boucle, regardons. Ici, quand j'applique un-2, j'obtiens que alpha 1 est nul. Quand j'applique un-3, j'obtiens que alpha 2 est nul. C'est-à-dire quand je décrémente l'indice ici, j'incrémente l'indice ici. C'est donc la somme entre les deux termes qui sont ici qui est constant. 1 plus n-2, ça fait n-1. 2 plus n-3, ça fait n-1. Là, comme j'applique u, je vais récupérer donc alpha n-2 est égal à 0. Et donc, quand j'ai démontré tout ça, on obtient, après avoir appliqué u un certain nombre de fois, on obtient que la relation de départ se résume à alpha n-1 un-1 de a est égal à 0, puisqu'on a réussi à faire disparaître tous les termes qui sont avant. Et comme ce vecteur-là n'est pas le vecteur nul par choix de a, on obtient donc que c'est le scalaire qui est nul. On a bien réussi à démontrer que alpha 0 est nul, que alpha 1 est nul, que alpha 2 est nul, que alpha n-2 est nul, que alpha n-1 est nul. On a donc démontré que tous les scalaires qui interviennent dans cette relation sont nuls. Donc on vient de démontrer que la famille qui est formée par ces n vecteurs est une famille libre, et on a vu que cette condition était suffisante pour obtenir une base de l'espace vectoriel E. Alors vous pouvez ne pas être satisfait par le petit raisonnement de proche en proche qu'on a fait ici, même si vous le rédigez correctement, je ne pense pas que vous aurez de problème. Mais on peut réfléchir, maintenant qu'on voit la contrainte sur A, à comment on pourrait démontrer ce résultat-là sans effectuer un raisonnement de proche en proche. Eh bien, on va faire ce qu'on a fait habituellement quand on avait une famille qui était constituée d'un nombre de vecteurs qui dépend de n. On va raisonner par l'absurde, on va supposer que la famille est liée, et on va essayer d'aboutir à une contradiction. Donc je commence par me donner un vecteur A qui vérifie la condition qu'il avait fallu pour éliminer le premier scalaire. Ce raisonnement-là, il faudra toujours le faire de toute façon pour voir quelles conditions on doit mettre sur le vecteur A. Et maintenant, au lieu de lancer un raisonnement de proche en proche, je vais dire, supposons que la famille qui est formée par les itérées successives du vecteur A avec l'application U soit une famille liée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des nombres alpha 0 jusqu'à alpha n-1 non tous nuls, tels que alpha 0 fois A, plus alpha 1 fois U de A, plus etc. alpha n-1 fois UN-1 de A est égal au vecteur nul de E. Comme ces scalaires ici sont non tous nuls, je peux considérer K, le minimum des indices I compris entre 0 et n-1, tel que alpha I, est différent de 0, c'est-à-dire je considère le plus petit indice pour lequel le terme alpha n'est pas nul. Je sais que ce minimum existe, puisqu'ici j'ai la garantie que l'un de ces nombres-là est forcément non nul. Eh bien je prends le premier que je rencontre qui est non nul, et je note K, son indice. Si vous avez bien compris la définition de K, ça veut donc dire que alpha 0 est nul, etc. jusqu'à alpha K-1, et donc le premier terme qu'on rencontre qui est non nul, eh bien c'est celui qui a comme indice K. Donc ça, c'est directement la définition de K.
Du coup, la relation de dépendance qui est ici, la relation que je vais appeler étoile, avec cette définition de cas, elle revient à quoi? Eh bien, comme les premiers termes sont nuls, le premier terme non nul que je vais récupérer ici, c'est lui. Plus, pour les autres, je ne sais pas, donc je recopie simplement les autres termes, puisque sur eux, je n'ai pas de condition. Il faut que j'essaye de faire naître de cette relation une contradiction. Je vais évidemment utiliser ce que j'ai vu ici. Je vais appliquer une itérée de U qui va me faire disparaître tous les vecteurs de ce membre, sauf un. Donc je vais appliquer ici ce qu'il faut pour récupérer juste UN-1 de A. Donc, je vais appliquer UN-1 moins K pour récupérer exactement ici le vecteur UN-1. Comme cette application est linéaire, l'image de ma combinaison linéaire, ça sera la combinaison linéaire des images. Donc je récupère alpha k UN-1 de A. J'ai ajusté justement à l'application linéaire que j'allais appliquer pour être certain de récupérer exactement le bon vecteur ici. Et tous les autres vecteurs, comme ils correspondent à des indices qui sont plus grands, ils sont forcément nuls, puisque je sais que UN est nul. Donc là, je vais récupérer plus 0,2, plus 0,2, plus 0,2 est égal à 0,2, puisqu'une application linéaire évaluée sur le vecteur nul donne le vecteur nul. Conclusion, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc que alpha k UN-1 de A est égal au vecteur nul de E. Et ça, c'est ma contradiction, puisque alpha k, par définition, est un scalaire qui est différent de 0, et UN-1 de A est un vecteur qui est différent du vecteur nul. J'obtiens donc que ce vecteur-là n'est pas le vecteur nul, mais j'obtiens aussi que ce vecteur est nul, puisqu'il est égal au vecteur nul. On obtient l'absurdité souhaitée. Moralité, on a supposé que la famille était liée, on obtient une contradiction. Donc la famille qui est formée du vecteur A, U de A, jusqu'à UN-1 de A, est une famille libre, et on peut conclure l'exercice comme on l'avait conclu ici. Alors évidemment, c'est très joli, c'est très court, c'est très efficace, mais le démarrage de la démonstration précédente est très important, puisque je vous rappelle que c'est ce qui vous a permis de choisir correctement le vecteur A pour obtenir une base. Donc, quoi qu'il en soit, même si on peut obtenir un raisonnement plus rigoureux pour cette partie-là, la première partie, elle est de toute façon indispensable pour essayer de visualiser quelles conditions suffisantes sur A peut nous permettre de démontrer que la famille est bien une famille libre.